Bonjour à toutes et à tous, très content de vous retrouver. On est le vendredi 9 janvier et c'est la première de 2026 avec Jacques Monclar dans le podcast. Salut coach. Bonjour, bonsoir et bonne année à tous, puisque c'est la première du podcast, même si sur l'émission et ailleurs. Bien sûr. Foi. Voilà. Bah oui, ravi de vous retrouver. Vous avez passé de bonnes vacances? Moi, ça a été très studieuse avec la Coupe d'Afrique des Nations. Je te cache pas qu'on a beaucoup travaillé au digital, mais ça se passe très bien. Et donc, il n'a pas neigé à Agde. Tu m'as dit chez toi. Voilà, tout allait bien, la neige est Agde. Est rare à Agde. Tu m'étonnes. Voilà. On commence par une franchise que tu connais extrêmement bien, les New York Knicks. On voulait parler un peu des Knicks qui sont décrochés désormais, on peut dire, de la première place à l'Est. Il y a 4 matchs de retard sur Détroit, toujours deuxième New York. Je voulais revenir avec toi sur l'interview qu'a donné James Dolan en début de semaine, où le truculent propriétaire des Knicks disait que l'objectif c'était d'aller en finale NBA et que New York devrait pouvoir gagner cette finale, qu'aller en finale c'était une nécessité absolue et que New York devait pouvoir l'emporter. Comment déjà tu as réagi à ces déclarations de James Dolan qui se fait quand même extrêmement rare en général dans les médias. Là il a pris la parole et c'était pas pour rien dire. Oui. Est-ce que pour autant ça vaille qu'on en débatte? Je t'ai proposé d'en parler, tu m'as pas dit oui, non en tout cas. Non, mais parler des Knicks qui m'a proposé. James Dolan, ouais, il dit ce qu'il veut. Les joueurs disposent, le coaching staff fera le maximum. Il y a des adversaires. Ok, t'as été en finale de conférence l'année dernière. Il faut quand même pas être grand clair pour dire que l'ambition c'est d'aller au final NBA. Hein, c'est pas bien compliqué. Ça met une certaine pression quand même sur le groupe et sur Mike Brown. Oui, d'autant qu'ils ont viré le mec qui les a emmenés en finale de conférence. Donc celui qui arrive, bien évidemment, c'est que tu as jugé à ce moment-là, lui comme d'autres personnes, que Tom Thibodeau n'était pas l'homme idoine pour emmener les Knicks au titre, ou au moins en finale NBA. Ça, c'est le premier point. Donc à partir du moment où ils en prennent un, qui a été 2 fois coach de l'année, qui a un palmarès intéressant avec les Warriors, avec son passage aux Cavs, enfin ses 2 passages aux Cavs, etc. Non, moi je suis pas... Bon, James Dolan fait tourner le Madison Square Garden. Dans le Madison Square Garden, il y a les Knicks. Voilà. Sa capacité à comprendre le basket, on peut la remettre en cause. Sa capacité à faire tourner le business, je ne la remets pas en cause. Sa capacité à être celui qui a le droit d'avoir de l'ambition, je ne la remets pas en cause. Mais je répète, quand on est en finale de conférence, demande à Minnesota, qui a été 2 fois de suite, quelle est leur ambition? Ça va être d'aller au final NBA. Et si possible, à gagner. C'est à peu près ce qu'il a dit. Donc on va pas non plus écrire un livre là-dessus, quoi. Il a aussi enterré un peu les rumeurs autour de Giannis en disant que l'équipe peut gagner telle qu'elle est construite aujourd'hui. Ça, pour toi, du coup, ça met fin au début de rumeurs qui pouvaient envoyer Giannis à New York en échange de 4 notamment. C'est ce qu'on a beaucoup lu quand même ces derniers temps. J'ai réfléchi un petit peu depuis quelques jours. D'abord, j'ai lu ce que Giannis a déclaré. Je pense que c'est lui plutôt qui met fin à tout ça. Il dit, moi, tant qu'on me garde, je suis là. Hein. En gros, c'est ce qu'il dit. Et j'aime ce club. Et j'apprécie beaucoup que l'homme ne se laisse pas dépasser par l'ambition du joueur. Il faut savoir dans la vie d'où on vient. Comment ça s'est passé, qui t'a fait confiance, ce que t'as accompli individuellement, collectivement. Et quand Giannis fait un retour sur tout ça à Milwaukee, il n'y a pas grand-chose à acheter quand même. Il y a ce titre incroyable, en étant mené 2-0 et en gagnant 4-2. Il en colle 50 le jour du titre. 50, ouais, le match au 6. Il est 2 fois MVP, il est respecté par tout le monde. Je ne vois pas... Giannis bouger à la mi-saison. Je peux me tromper, attention. Je peux me tromper. C'est pas Anthony Davis. C'est pas pareil. Non, c'est pas, on va en parler juste après de AD. Non, mais tu vois, c'est pas la même considération. On parle d'un mec qui a dominé, qui la domine encore quand il est pas blessé, la ligue, et qui porte une équipe
Alors, depuis un moment, il y a eu l'échec Lillard. Il y a, moi, je vois plutôt Milwaukee essayer de se renforcer, même si le petit Rollins a fait du bon boulot, que Gary Trent fait une meilleure saison que d'autres, que Miles Turner arrive à s'intégrer, montre que dans un groupe, il peut être utile. Il a été en finale NBA. Giannis, pour moi, reste. Enfin, je répète, je peux me gourer, mais au moins, je prends le risque. Bougera pas à l'intérieur, là, 5 février, bougera pas. Et je trouverais dommage qu'il bouge. C'est un joueur tellement différent, tellement à part, que je trouve pas que ce soit un transfert de mi-saison. Il faut construire une équipe autour de lui. À la mi-saison, ça va être un chien dans un jeu de quilles. Giannis Antetokounmpo, s'il bouge, c'est quand c'est terminé. Donc ils n'auront pas été en finale, on va dire le 15 mai, en leur souhaitant, jusqu'au 15 octobre. Ça te laisse le temps d'organiser une équipe. C'est Giannis Antetokounmpo. Est-ce que LeBron James... On va me dire, à comparer Giannis à LeBron, mais enfin, il y a plus d'écart pour moi entre Giannis et Karl Anthony Towns qu'entre Giannis et LeBron. Je suis assez d'accord avec toi. Oui. Bon, il n'a pas bougé pendant l'année, LeBron. Allons. Bon, après, il est no trade clause. Ça aide, Oui, ça aide aussi dans ce cas-là, mais je vois ton Steph point. Steph Curry n'a pas bougé pendant l'année. Ce genre de mec... Si ça doit bouger, tu me diras, Steph Curry, il n'a pas bougé du tout. Mais ce genre de mec, quand même, c'est fou classé. Pour en revenir aux Knicks, on a l'impression que c'est depuis la blessure de Josh Hart que c'est pas depuis, ça se complique grandement quand même pour New York. C'est pas vraiment une surprise, c'était prévisible après sa blessure. Et malheureusement, les craintes qu'on avait se confirment un peu pour New York. Il n'y a pas le feu à la maison, mais... On les voit quand même beaucoup moins souvent, finalement, depuis la victoire en NBA Cup. Ça a coupé quelque chose. Ou, je sais pas, c'est pas la célébration dans leur tête, mais ça a coupé quelque chose. Gagner un truc, il faut reprendre la respiration. Puis à New York, il n'y a pas l'habitude. Mais sur Josh Hart, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Je répète ce que je vous dis depuis quelques mois maintenant. Le franchise player, c'est Brunson. L'âme de l'équipe, c'est Josh Hart. Et ça tombe bien. Ils sont comme ça. Mais c'est ça. Ça n'a pas changé depuis l'année dernière. Et quand je vois les cartons qu'ils prennent en ce moment, en nombre de points, je dis, mais c'est l'équipe qui était une équipe de chiens en défense avec Thibodeau l'année dernière qui défend comme ça. C'est les mêmes, hein. C'est les mêmes. Ils n'étaient pas tout le temps comme ça l'année dernière. Je te rappelle quand même qu'il y a plusieurs moments où tu étais un peu agacé par la défense de Knicks aussi l'an passé. Globalement, c'était leur fonds de commerce. Là, directement, c'était rebond offensif, rebond normaux et de la défense. Et quand il n'y avait pas un des trois, passer à la casserole. L'équipe joue mieux, les joueurs ont progressé, les Bridges et compagnie ont élevé leur niveau. Anunoby est un vrai fort joueur. Ça. Mitch Robinson a fait un début de saison remarquable dès qu'il est sorti du banc. Mais je constate qu'il y a beaucoup d'approches de Mike Brown. Parce qu'au début, il a voulu faire différent de Thibodeau. Finalement, il refait à peu près pareil. Et celui qui, en ce moment, fait le plus de banging et qui doit continuer avec les pauvres minutes qu'on lui donne, c'est Gershon. Ça fait 3 matchs qu'il est un de ceux qui se réveillent physiquement. Sans ça, cette équipe ronronne. Il y a aussi le problème de la manière dont Brunson est sifflé, parce qu'on le reproche qu'il aille beaucoup trop sur la ligne, mais quand un mec est touché, il va sur la ligne. Ça fait partie. Il y a des joueurs qui sont durs à attraper. C'est pareil en foot, où on en arrive à l'absurdité, où on dit il faut qu'ils arrêtent de faire des dribbles, arrêtent de faire ceci, libèrent le ballon plus tôt parce qu'il prend des fautes. S'ils prennent des fautes, il faut les sanctionner. Et à la 3e, tu fous un jaune, tu fous un rouge. Mais c'est pareil chez nous. Nous, il y a 5-6 fautes. Si tu sanctionnes, au bout d'un moment, ils vont arrêter. Donc, est-ce qu'ils sont assez protégés ? Voilà, mais les Knicks, non, dans une conférence Est où Détroit est un poil au-dessus de tout le monde. Ils sont, il y a Toronto qui a un match derrière eux, ils ont le break sur personne. C'est pas un très bon début de saison. Il y a la victoire en NBA Cup. Ça n'a pas changé la vie des Lakers il y a 2 ans, ça n'a pas changé la vie de Milwaukee l'année dernière, et ça ne changera pas la vie des Knicks non plus, même si c'est bien. Même si ça fait plaisir, mais ça changera pas la vie des Knicks. Il faut que Josh Hart revienne, qu'il retrouve un peu de rebond, un peu d'agressivité, un peu de team spirit, un peu d'humilité, et arrêter de prendre des 125 points.
Et là où je suis d'accord avec toi sur l'humilité, c'est que quand tu vois la saison de New York, tu pourrais te dire, en fait, peut-être que c'est les champions en titre et qu'ils n'ont rien à prouver, alors que finalement, ils ont encore tout à prouver, les Knicks. Et des fois, j'ai l'impression on ressent pas vraiment cette approche du côté de New York. Finalement, ils ont fait que finale de conférence, ils ont perdu contre Indiana. Il n'y a pas non plus de quoi penser qu'on est arrivé au bout du chemin pour les New-Yorkais. Et c'est parfois la sensation qu'on a avec eux. Et quand c'est répercuté par le président qui dit ça, c'est un message aussi de pression qui n'est pas obligatoirement justifié ni techniquement, ni sportivement par rapport à l'effectif, ni à rien. Mais tu sais, c'est un piège. Quand j'écoute les interviews de Jalen Williams en ce moment, je me dis que lui, il faut qu'il redescende un peu de son nuage. On parlera de Casey à la fin du podcast, mais il y a un gros problème. Enfin, il y a un petit problème avec Jalen Williams en ce moment. Là, il a changé de taille de chapeau, le mec. C'est... c'est tout pour les New-Yorkais. On accélère. Mais on espère que les Knicks vont gagner quand même et vont redevenir une équipe de col bleu qui ne pourront, en tout cas avec cet effectif, jamais quitter. Et moi, ce qui me gêne avec aussi les derniers points sur New York, c'est que on sent que cette équipe a les moyens de défendre beaucoup mieux. Et je pense qu'eux le savent et qu'ils attendent aussi peut-être un peu les playoffs pour appuyer sur le bouton, mais on sait que ce genre de choses, en général, ça marche pas toujours, quoi. Tu peux pas passer d'une équipe qui encaisse 125, 130 points par match à une équipe, comme tu dis, de col bleu qui ferme tout à double tour. Et les bonnes habitudes, elles sont à prendre en saison régulière, elles se déclenchent pas au premier tour des playoffs. On est d'accord. Qu'est-ce que je te dise? Du coup, on passe à Atlanta et à Trae Young et Washington. Alors, on va rappeler, pour ceux qui peut-être auraient raté ça, Trae Young a été échangé à Washington contre CJ McCollum et Corey Kispert. Trae Young, 27 ans, 4 fois All-Star, qui arrive donc dans une équipe qui est 14e de la conférence Est, sur laquelle il y a encore beaucoup de choses à bâtir. Trae Young, il est en fin de contrat cet été, il a une player option à 48 millions de dollars. Il pourra soit la signer, soit la décliner et être free agent. A priori, on n'en prend pas le chemin quand même. Soit la signer à moins cher pour plus longtemps. Ou renégocier le contrat, tout à fait. Mais il n'aura pas 40... Justement, la question est là. Est-ce que, déjà, c'est un deal gagnant pour toi? T'en as parlé jeudi dans NBA Extra, t'étais plutôt satisfait de l'arrivée de Trae Young à Washington. Avant ça, juste un petit rappel, ça fait 2-3 ans que je passe pour un vieil enquiquineur, où je dis, les mecs ont des contrats max, ça me fait rigoler. Si tu signes des contrats max pour finir 10e, c'est que t'as mal fait ton boulot de manager. T'as donné l'argent que les fans voulaient que tu donnes pour garder le mec, mais t'as mis en péril ta franchise sportivement, financièrement. C'est n'importe quoi. Il y en a quelques-uns. On a vu comment Zach LaVine a fini par quitter Chicago. Ça a été compliqué pour aller à Sacramento. On voit DeRozan. Il y en a d'autres, des contrats max, mais qui sont des absurdités. Et je trouve qu'à l'heure actuelle, les GM partout s'en rendent compte. Et là où je trouve que Trae Young, et on va sur le point que tu veux aborder, a bien joué le coup, c'est qu'il y a une équipe qui avait vraiment envie de lui, qui t'a payé un an à 48 millions, beaucoup d'argent, hein. C'est quasiment le salaire de LeBron. Il a 56, LeBron. Oui, 52, je crois. 52, t'as raison, 52. Option à 56. Avec Brody, ça fait 60. Oui, c'est ça. Oui, parce que si tu prends l'un, t'es obligé d'avoir l'autre, donc voilà, c'est ça. Et ils avaient envie de lui. Il y a des jeunes joueurs, on est bien placé pour le savoir, avec Alex Sarr, Bilal Coulibaly, il y a Keyshawn George, il y a Bob Carrington, il y a des joueurs qui sont en développement. Trae Young n'est pas très âgé. Non, 27 ans. 27 ans, donc il y a une belle fenêtre de développement. Je trouve qu'en plus, je vais te poser la question, je l'ai posée à Mélascar dans l'émission, je crois. Est-ce que tu penses que Trae Young rajouté à Minnesota, comme le voulait Fred Weiss, ou des équipes comme ça qui sont pas loin des finales ou du titre, est-ce qu'il était capable d'apporter instantanément, parce que dans ces coups-là, c'est pas une fenêtre comme à Washington sur 4 ou 5 ans, là c'est une baie vitrée à Washington, hein, mais est-ce que sur 1 ou 2 ans, il était capable de faire une différence pour donner un titre à quelqu'un? Le souci, c'est qu'il y a déjà des rumeurs comme quoi il ne pourrait ne pas jouer sur la fin de saison avec Washington, qui pourrait débuter seulement l'année prochaine, parce qu'il a toujours des problèmes de cheville, et on n'a aucune date de retour précise pour Trae Young. On a quand même un trade pour un joueur dont on ne sait pas quand est-ce qu'il reviendra sur le terrain. Après, déjà, ça peut poser des questions. L'ambition de Washington, elle est
pas obligatoirement cette année. Oui, mais du coup, et s'ils sont le Tripix, cette année, il va y avoir 2-3 clients entre le petit Boozer, entre Peterson, Dibonsa, Peterson et compagnie. Il va y avoir des joueurs. Ça répond à des questions. Donc sur du très court terme, effectivement, rajouter Trae Young, par exemple, à Minnesota, ça aurait pu poser des questions s'il ne peut pas jouer tout de suite. Et tu rajoutes, mais tu peux pas empiler les salaires comme ça. Ah non, mais t'envoyais du monde. T'envoyais. Pour moi, Naz-Reid n'est pas indispensable à Minnesota. Voilà, si tu veux mon avis. Non, pour moi, Naz-Reid n'est pas. Alors tu peux pas je trouve indispensable d'avoir un meneur à Minnesota, même s'ils ont un super passage en ce moment. Mais à terme, je pense qu'il faut un meneur. Pour moi, là, hors Anthony Edwards, hein, la force, c'est Reid, Randle, Gobert. Mais le truc, c'est que tu peux pas avoir... Enfin, sur le long terme, si tu veux rajouter un meneur, tu peux pas avoir et Reid, et Gobert, et Randle, et Edwards. Donc il y a forcément quelqu'un qui doit partir. Je pense que le plan le plus dispensable, c'est Naz-Reid. Je suis pas sûr. Hein. Et je suis pas le plus grand fan de Naz-Reid. Mais entre Naz-Reid et Julius Randle, tu gardes qui ? Ah, si j'ai le choisir... voilà. Si tu dois... vie ou de mort. Hein. Voilà, vie ou de mort. Avec le fond sur la tempe. Naz-Reid. Ah, ok. Bon, du coup, on sera malgré pas, le talent de Julius Randle. Okay. Et je l'aime bien, attention. Capable de faire des triples. C'est quand même pour construire un effectif, il faut faire des choix. Capable de défendre sur le truc, là. Sur un lampadaire, il peut pas. Mais on peut pas dire que Naz-Reid soit un... Ah c'est un tank, déjà. Ouais, mais c'est un tank, mais c'est un tank. Il prend des rebonds, il met des paniers à 3 points, il cavale. Quand il est dans un bon soir. Il tient pas la balle en main trop. Quand il est dans un bon soir, il tient pas la balle en main trop. En ce moment, Anthony Edwards ne shoot entre guillemets que 20 fois et fait 9 passes, 4 balles perdues. Ok, ils ont une répartition qui est bonne. On n'a qu'à voir, lui il en met 30, les autres sont entre 15 et 22, 23. En ce moment c'est très bien, mais dans l'absolu, avec Randle, il y a souvent à qui le ballon, quoi. Hein, qui l'aura en premier, qui l'aura en dernier surtout. Pour revenir sur Trae Young, moi c'est ce qui marque le plus finalement dans ce trade, c'est que Trae Young ne valait pas grand chose, puisque tu l'échanges contre CJ McCollum, qui sera free agent à la fin de la saison. Ça veut dire que personne n'a voulu miser sur Trae Young. Mais tu sors 50 bars pour Trae Young, mais il faut rester raisonnable. Alors, justement, 40 millions d'euros par an. Mais du coup... 47, 48 millions. Ça veut dire $. aussi qu'aucune autre franchise n'avait confiance sur le long terme pour re-signer Trae Young au prix fort. À part Washington, qui a plein d'argent. Qui a des tours de draft, ils en ont 3 ou 4 là, jusqu'en 2030. Et après, ils ont un four de deuxième tour. Alors ça, c'est plus aléatoire. Oui. Mais ça leur fait aussi des monnaies d'échange pour compléter leur effectif, etc., etc. Voilà, mais moi, je trouve que c'est un deal gagnant-gagnant. Il en avait envie, il n'avait pas trop le choix. Il a intérêt à bien se faire soigner les chevilles s'il veut profiter d'un bon contrat, parce que le meilleur pour lui, ce serait de re-signer cet été un contrat peut-être un peu moins haut. Ce qu'avait fait Rudy Gobert il y a 2 ans, était au lieu de prendre 40 et quelques, tu prends 30 et quelques, et tu le lisses sur 2 ans de plus. Bon, oui, ça me paraîtrait intelligent. Faut qu'ils arrêtent des contrats max. J'ai le contrat max ceci, j'ai le contrat max cela. Alors si Ja Morant n'a pas le contrat max parce que il a été suspendu, et puis surtout il n'a pas été dans un des 5 NBA, ça lui a fait perdre 40. Luka a été transféré, donc il ne devient pas un joueur qui est dans les. Vous pouvez pas avoir le super max. Le super max. Voilà. Ça, c'est comme les lessives qui, à force de laver blanc, lavent transparent. C'est ce que disait Coluche. Voilà, mais c'est la même chose. C'est le même principe. Et oui, ça me gonfle. Ça me gonfle que des sommes. Alors, je sais que c'est le marché libre, l'offre et la demande, mais ils se mettent dans le mur. Et après, tu dis, il a personne autour de lui. Bah oui. Et ça arrive à tous les niveaux. Hein. Tu sais, si quelqu'un en Betclic Elite ou en Elite 2 en France, il met trop d'argent sur un joueur, il n'en aura pas à côté, ils vont pas aller au bout. Hein. Du côté de Atlanta, récupérer CJ McCollum, je pense que c'est plutôt une bonne idée. Déjà, tu as un joueur qui joue, contrairement à un joueur qui ne jouait pas. Donc c'est forcément mieux pour Atlanta, qui joue, qui est disponible sur le terrain, c'est un mec bien, qui a de l'expérience, dans un groupe qui reste quand même assez qui a jeune. Le respect de l'argent qu'il prend aussi.
Ouais. Parce Non. que moi, c'est ce que j'ai aimé avec McCollum à Washington, c'est qu'on voit souvent des vétérans qui sont tradés contre leur gré et qui arrivent dans des équipes de bas de tableau, qui avaient l'habitude de jouer, entre guillemets, les premiers rôles en play-off, qui avaient déjà l'habitude de jouer les play-offs tous les ans. Là, ils arrivent dans une franchise où il n'y avait pas grand-chose. Et ils ont quand même continué à faire des statistiques, à être bons sur le terrain, à mettre leurs points avec des bons pourcentages, à être impliqués. Non mais tu vois, quand tu vois le passage de Jordan Poole à Washington et celui de McCollum aux Wizards, oui mais tu vois la différence d'implication entre les deux joueurs. Tu vois la différence entre l'organisation des Warriors et celle des Pelicans aussi. Je suis d'accord avec toi. Mais ce qu'a fait McCollum à Washington, c'est très respectable. Sortir des Pelicans, il fallait qu'il porte sa croix après. Et il l'a porté gentiment et très bien à Washington. Jamais avec un mot plus haut que l'autre. C'est quasiment une évasion pour lui d'avoir quitté New Orleans, qui est quand même... Tu peux pas comparer quitter les Warriors en étant évacué sur un incident sulfureux avec Draymond Green, dont on se souvient tous, hein, le fameux coup de poing dans la truffe, que d'arriver à Washington en t'évadant de New Orleans, où tant que ce sera pas repris en main, cette salle est vide, cette salle... c'est une ville de football américain, hein, New Orleans. De toute façon, il y a les Saints. Alors, malheureusement, ça se passe pas très bien. Ça se passe pas très bien pour les Saints en football. Non, avec les New Orleans, Zion, c'est une pantalonnade aussi, même si j'aime bien Derrick Queen. Le reste, si le petit, il y a quand même pas. Il y a beaucoup de joueurs qui sont sur le départ. Trey Murphy. Trey Murphy est un joueur qui est ciblé. Je te l'ai dit ça au moment de la draft, il y a 3-4 ans. Dunleavy, qui était l'assistant de Bob Myers, poussé pour prendre Trey Murphy. À la place de qui à l'époque? J.K. Kuminga. Ah, mais oui. Ça aurait changé. Après, on peut pas savoir le développement dans un autre contexte. Oui, je te lâche quand même. Effectivement, ça. C'est les what if. Ah ouais, le what if qui aurait pu faire perdurer encore un peu plus l'hégémonie des Warriors. Même la blessure de Melton l'année dernière, il y a 1 an et demi, a ralenti tout ça. C'est un bon joueur, celui-là, il est en train de le montrer. Enfin bref, c'est un autre débat. Mais pareil, Zion, c'est marrant parce que quand il est revenu, je le trouvais fit. Lui, j'ai l'impression qu'il regrossit en saison. Tu trouves là, je le trouve plutôt bien encore. Plutôt bien encore. J'ai bien aimé. J'ai regardé l'autre jour les Pelicans contre les Lakers notamment. Trey Murphy d'ailleurs, s'il voulait signer aux Lakers, là, il a fait un beau, il a fait une belle passe D quoi. À la place de qui? Non mais c'était un bon entretien d'embauche quoi pour lui. Si jamais il voulait signer aux Lakers. Faudra que tu me fasses faire peut-être qu'on parle un peu de. Les Lakers, on garde qui? On garde Austin Reeves? On garde LeBron? Je l'ai dit l'autre jour avec Chris, pour moi, tu peux pas jouer avec les trois. Je pense que LeBron ne vaut plus ce pourquoi il est payé, 52 millions la saison. Et moi, je pense que Doncic et Reeves, ça peut pas marcher ensemble sur le long terme. Pas pour amener les Lakers au titre, pas pour mettre 60 points par match à eux deux. Oui. C'est autre chose ça. Mais donc moi, je garde que Luka. Voilà. Mais là, c'est pas le conducteur. On peut en parler là une prochaine fois plus longuement. Ça se défend. Je pense que ça se défend. Non, pour revenir sur Atlanta. Ça se défend, mais c'est pas obligatoirement ce qu'ils vont faire. Je pense qu'ils vont re-signer Reeves. Mais je pense que c'est une mauvaise chose. C'est pas une bonne idée, mais ils vont le re-signer. Donc, Atlanta avec CJ McCollum, ça peut rapidement quand même là être la dernière chance de Quinn Snyder, même s'il y a la rumeur qui est apparue d'Anthony Davis à Atlanta. Alors, manque de peau, évidemment, il a fallu qu'il se blesse cette nuit à la main gauche. Anthony Davis, très surprenant sur en plus un contact qui paraît assez anodin quand même avec Lauri Markkanen. Tu te pètes les doigts comme ça des fois. Oui, mais c'est pas... Il tombe pas c'est une blessure à l'Anthony Davis quand même. Tony Parker a manqué un championnat du monde en se pétant un doigt dans le maillot d'un joueur qui... Des fois, c'est la faute à pas de chance, mais il y en a qui ont vraiment pas de chance par rapport à d'autres. Il est en cristal, le garçon. Voilà. Oui. Donc voilà, Atlanta avec McCollum, peut-être aussi avec Anthony Davis, si les Hawks décident de faire une folie sur AD. Très sincèrement. Comment tu la vois la fin de saison déjà, on va voir comment Quinn Snyder gère tout ça, parce que pour l'instant, j'ai quand même l'impression qu'il gère. Il a du mal à réaliser le bon puzzle. Il est. Heureusement pour lui, alors c'est peut-être aussi de son fait, mais que Jalen Johnson a explosé. Parce que si Jalen Johnson empilait pas les matchs de cette acabit, trop de choses. Oui, mais s'il n'y avait pas un grand Jalen Johnson, je pense que Quinn Snyder serait déjà dehors depuis longtemps. Parce que ça sera encore pire. Sincèrement, on les attendait où, Atlanta? On les attendait top 5, top 6. Ouais, c'est ça. Ouais. Ils sont loin du compte dans une conférence sinistrée.
Moi, ok, Anthony Davis, j'ai un immense respect pour ce joueur qui, quand il est opérationnel, est vraiment efficace des deux côtés, mais qui peut tout faire. Je le préfère en 5. Mais ils ont Porzingis. Si Anthony Davis vient à Atlanta, Oui. ça serait en échange, a priori, au moins de Porzingis et de Zachary Rizaché, qui irait à Dallas. Et ça change quoi? Ça change que si Davis se blesse pas pendant 4 mois, tu joues un peu mieux. Mais moi, je pense que c'est pas une bonne idée de faire venir Anthony Davis aux Hawks. Mais eux, c'est ce qu'ils ont en tête. Mais c'est jouer un va-tout sur pas grand-chose, parce que même avec Anthony Davis à 100%, Zachary vient de tu joues leur pas le titre. montrer que quand il n'est pas laissé dans le corner par les options du coach, est capable de faire des choses. Ils ont l'émergence de Nickel Alexander-Walker, qui est quand même en train de réaliser une saison. Dyson Daniels, un peu à l'image de Zachary, est moins efficace, moins en explosion que la saison dernière. Bien sûr, Jalen Johnson règne sur le jeu, mais presque trop. Okungwu oublie qu'il y a des tâches de dureté à faire et pense qu'à shooter à 3 points en ce moment. Moi, j'ai trouvé qu'avec Porzingis l'autre jour, ils ont pratiqué un meilleur basket parce que quand il a la balle, il sait la faire circuler. C'est pas Jokic, attention au niveau des passes décisives, mais il y a du lien, il y a du partage et tout. Quand c'est Okungwu, Jalen Johnson, il n'est pas que dans le couloir central, il est partout autour, à 3 points, à 2 points, au post-up. Ok, les autres autour, ils servent plus à rien. Les Vikreshki, les Zachary, toute la bande qui peut mettre des paniers, là, qui a du talent. Hein. J'avoue que je comprends pas. Et puis alors la défense non installée, je pense que ça peut être que mieux avec CJ McCollum, qui dans le registre, il peut défendre 2 positions faciles, voire 2,5. Il est surtout dans le basket de maintenant, où il y a pas mal de petits. C'est un mec bien. Donc Kispert, à mon avis, il va faire que passer. Oui. Des joueurs comme ça, ils en ont déjà un paquet. Après, je sais pas, moi, Quinn Snyder, ça fait un moment, depuis Utah, hein, même s'il avait gagné la saison régulière, il perdait au premier tour, au deuxième tour des playoffs, systématiquement. Ça fait longtemps qu'il assemble pas, qu'il laisse faire tout et parfois n'importe quoi à ses joueurs majeurs. N'importe quoi. On comprend pas la direction des Hawks en fait. On Quel laisse chemin on laisse faire les stars. Atlanta. On laisse faire les stars. C'est ce que je ressens. Ouais. J'en ai aucune certitude. Il n'y a pas de management, quoi. Bon, ça annonce pas de bonnes choses pour la fin de saison de Atlanta. Bon, si, il y a des joueurs. Oui, mais on est sur. Oui, on parle du 10e de la conférence Est quand même. Le 10e de la conférence Est, c'est quand même hyper problématique. Ouais, le 10e sur une équipe qu'on voyait. Alors, soit personne comprend rien au basket, on s'est tous trompés sur les Hawks. Soit il y a quand même beaucoup mieux à faire avec cet effectif. À l'Est, il y en a un paquet. Hein. Enfin, il y a un paquet d'équipes qui sont décevantes à l'Est comme à l'Ouest. Hein. Mais le Magic n'est pas dans ses clous. Les Knicks. Oui, mais il y a des circonstances atténuantes pour le Magic avec les blessures de Banchero et de Wagner. Les deux Wagner et Banchero. Et Mo Wagner, bien sûr. Et les Knicks sont pas à leur niveau. C'est une conférence où l'équipe qui était finaliste NBA l'année dernière a gagné 7 matchs et en a perdu 31. Oui, mais tu vois, il y a des équipes qui surperforment. Boston 3e, Toronto 4e, on les attendait pas là. Et Toronto, non, pas si haut. Boston, pas si haut. Mais eux, ils jouent bien au basket. Ce sont 2 équipes qui jouent bien au basket. Maintenant, est-ce que Boston sera capable de résister en play-off, faut voir, parce qu'ils sont quand même courts, même si Nehemiah Keita, je trouve, fait des gros progrès. Que Walsh, Jordan Walsh, c'est pas mal aussi. Autour, c'est fort. Donc, puis ça joue depuis longtemps ensemble et tout. Donc Boston risque de faire les playoffs et c'est une belle surprise pour la plupart des gens. Je vais faire le malin. Moi, j'étais pas inquiet pour eux. Moi non plus. Ils savent jouer, ils se connaissent, ils sont capables. Bon, ils se font attraper par Denver là. On les voyait pas 3e non plus, mais moi je les voyais jouer une passe en playoff. Voilà, c'est ça. Avantage 7 ou 8e quoi, entre 5 et 8. Ouais. Voilà. Mais dans une conférence Est, justement, où il y a des équipes qui surperforment, moi je trouve que c'est encore pire pour le cas d'Atlanta et de Quinn Snyder d'être à ce point décevant. Là, pardon, ils sont pas 10e, ils sont 9e, les Hawks. Ils sont à égalité avec Chicago. Avec les défaites de Chicago, ils sont repassés devant, mais ils sont à égalité en 9-10. Donc en fait, Atlanta, ils sont partis pour encore faire un play-in. Et puis sauter au play-in. Sans l'avantage du terrain. Donc en fait, ce qu'ils faisaient tout le temps avec Trae Young, sauf une fois où ils avaient été... Oui. En 2000, attends, ça fait longtemps, ça fait 2021, je crois, la finale de conférence. Après le Covid. Voilà. Après le Covid. Voilà. Donc en fait, on prend les mêmes, on recommence, il se passe rien de nouveau.
Bah, ils perdent contre Milwaukee d'ailleurs, je crois. Et oui, puisque Milwaukee est champion. Oui, je crois que tu l'as dit un peu. Il arrivera un moment où Quinn Snyder va être, si ça gagne pas plus de matchs, s'ils font pas au moins les play-in avec avantage du terrain, ça risque de grincer un peu quand même. Parce qu'il y a un bel effectif, parce qu'il y a des joueurs qui doivent se développer, parce que... Voilà, l'autre jour, Zachary, puisque nous, c'est un truc, il se fait beaucoup tirer dessus par les ricains, par tout le monde. Il se fait, enfin, pour ceux qui ne suivent pas aux États-Unis, il est énormément critiqué par la fanbase des Hawks. Il en prend vraiment plein la tête. Bien sûr, mais je pense que le coach n'est pas raisonnable. Quand un mec, qui soit bon ou pas bon, tu le fais jouer 22 minutes et que tu le retrouves dans des rumeurs de transfert, ça veut dire que le coach n'en veut pas. Et c'est ce qui se passe. L'autre jour, il a fait 7 sur 9 à 3 points, il met 25 points. Il l'a fait jouer 33, ce qu'il n'a jamais fait depuis 1 an et demi. Hein. Depuis 1 an et demi. Ouais, c'est fou. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Le mec, il gagne pas de match. Il prend ces options-là. Zachary, il prend pleine face aussi d'être numéro 1 Victor Wembanyama, numéro 1 Cooper Flagg et au milieu Zachary Rizaché. C'est bien évidemment pas le même volume de joueurs. Mais il y peut rien, c'est sa promotion. Le 3e, Rich Shepard, l'année dernière, il n'a pas joué. Cette année, il explose. C'est comme ça. Mais il faut les mettre sur le terrain, les gosses. Et puis, il faut leur surtout donner à manger. Moi, dans la progression de Rich Shepard, je donne beaucoup de crédit à Rich Shepard. Mais je donne beaucoup de crédit à Ime Udoka. Dans la non-progression de certains, je vais donner non-crédit au mec qui est en charge. Ça ne peut pas être plus clair. Après, c'est toujours une histoire de contexte et puis d'éléments. Est-ce que Rich Shepard aurait fait cette saison si Fred VanVleet s'était pas blessé? Est-ce qu'Ime Udoka aurait fait confiance à Rich Shepard? C'est l'histoire de ma tante et de mon oncle. Voilà, mais c'est toujours ça. Mais l'année dernière, Rich Shepard, il n'a pas joué de la saison. Et il était pratiquement incapable de jouer en vitesse, en puissance. Le mec a travaillé tout l'été. On a dû le choper, on a dû lui dire, je sais pas, faites une enquête, comment il a fait cet été. Est-ce que ce sont les gars de Houston? Est-ce que c'est un membre de sa famille, un coach externe, un prep physique externe? Il y a eu quelque chose. Il était scotché au sol, il avançait pas, il sautait pas. Le mec, il galope comme un lapin et il monte au dunk en rigolant. Et il fait 1m83, 4 ou 2-3. Il est pas bien grand. Oui, il est pas grand. Ouais, il est pas grand. Donc, non, mais Dyson Daniel s'était éclaté, il s'éclate beaucoup moins. Alors si, ceux qui mettent des paniers, au Congo, ils shootent. Alors ça, ils shootent. Mais il a oublié Ils ont Porzingis, qui est un joueur de 2m20, T1, fragile, doué, qui peut jouer 4-5, ça ne te rappelle personne. Et ils veulent le changer par Anthony Davis. C'est un move totalement désespéré de Atlanta, s'ils font ça, s'ils font venir Anthony Davis en Géorgie. Et KP retournerait à Dallas. Oui, alors ça, c'est l'ironie de l'histoire, c'est KP qui revient à Dallas. Flagg, Rizaché, t'es bien équipé, hein? Moi, pour le coup, si tu es Dallas, Anthony Davis, faut l'évacuer coûte que coûte. Si tu récupères juste Zachary Rizaché, c'est très bien. On n'a pas le résultat, là, on va l'avoir. Non, on va l'avoir d'ici ce soir. Imagine qu'il ait un doigt pété. Alors certes, c'est la main gauche, tu peux solidariser certains doigts, mais enfin quand même, c'est dur de vendre un mec qui a un truc pété. Oui, c'est sûr. Ouais, non, mais bien sûr. Oui. On termine avec le Thunder, la grosse baisse du régime de OKC. On voulait un peu en parler. 4 défaites sur les 10 derniers matchs. Il y a des choses qui tournent beaucoup moins bien à Oklahoma City, qui a gagné la nuit dernière, le dernier match en prolongation contre Utah avec un super Shai Gilgeous-Alexander. 46 points. 46 le points. Panier d'égalisation en prenant une impulsion qui est pas bonne sur le shoot. Il se rééquilibre et il est inquiet là dans la trajectoire. Ouais, 46 points. Bon, qu'est-ce qui se passe à Oklahoma City? Est-ce que c'est le contre-coup du titre? Sûrement un peu. Enfin, pas le contre-coup du titre parce qu'ils ont enchaîné des victoires. Du titre et du record. Du record, de la quête, la début de quête du record. Mais tout s'est arrêté. Enfin, le rendement maximum a été obtenu sans le deuxième meilleur joueur de l'équipe, à savoir Jalen Williams, qui l'année dernière était un espèce de Scottie Pippen pour Michael Jordan avec Shai Gilgeous-Alexander, qui s'est blessé en début de saison. Et quand il est revenu, tous d'élite, et lui, dans ses déclarations et dans sa manière de jouer, je trouve qu'il y a une suffisance assez incroyable. Il y a d'autres mots pour dire ça. On ne les dira pas ici. Non, mais c'est pas on a compris l'explication ce que tu de texte. pensais. Non, dans ses interviews, dans sa manière de jouer, même si récemment il a fait 1 ou 2 pourcentages, non, mais il faut qu'il y ait... Remets-toi au sol, garçon. Recommence
à faire ce que tu sais si bien faire, emplâtrer, défendre. C'est un mec qui est capable de défendre de 1 à 5. C'est un mec qui est capable de remplir toutes les cases. Mais descente. J'avais trouvé qu'ils étaient impressionnants, machine de guerre. Prenez les matchs quand ils jouaient sans lui. Bon, là, il en manque à Hartenstein en ce moment. C'était affreux. C'était une machine de guerre. Puis qu'il est revenu, c'est moins une machine de guerre. J'y vois une relation, oui. Parce que quand un joueur a ce comportement-là, ça n'est pas que lui qui l'a. C'est un joueur important. Derrière Shea, c'est le numéro 2. Ça diffuse sur les autres. Et il ne joue pas un basket vrai. Alors j'ai vu qu'il se faisait des soucis pour nous, disant mais nous, dès qu'on perd 1 ou 2 matchs, le monde entier s'inquiète pour nous. On s'inquiète pas, mec. On constate juste que tu joues avec... c'est dur de jouer avec le boulard que t'as, quoi. Voilà. Et puis il y a aussi des role-players qui sont quand même beaucoup moins bons. Enfin, moi, pour avoir vu des matchs de KC récemment, Kazan Wallace, Aaron Wiggins. Ouais. Ils étaient comment il y a un mois? Ils étaient beaucoup mieux. Un mois et demi. Ils étaient comment? Alors attends, peut-être aussi qu'OKC, entre guillemets, était un peu en sur-régime. Ou en tout cas, jouait à un niveau trop élevé pour de la saison régulière. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux pas être à 120% sur 82 matchs de saison régulière. D'accord. Et on sait très bien qu'il y a des efforts à gérer sur certains sports. Et quand ils prennent 20 points par Charlotte à la maison... Ça, c'est un très mauvais signal. Et quand Iran gagne miracle en égalisant Shea, là, il y a 2 jours. Il y a 2 jours. Ouais. Alors, ils gagnent en prolongation. Ils sont à 120%, ils sont à 80% ou ils sont à 40%? Dis-moi un peu. Ils ont commencé trop fort. Ils ont peut-être commencé trop fort la saison. Mais on ne commence jamais trop fort dans l'absolu. Quand tu perds aucun match quasiment aussi. Physiquement, tu peux t'étouffer. Oui, on le disait, souviens-toi, gagner, c'est dur. Gagner, c'est dur. En perdre un, ok, tu l'as perdu. Ce qui leur était arrivé à Portland. Sans ça, leur série, ça aurait été un sans faute terrible. Ça. Et puis, ils étaient repartis plein badin. Là, ils en prennent une. Les Spurs leur ont fait du dégât à la NBA Cup. On n'en reparle pas assez, mais tu vois, c'est 3 défaites contre San Antonio. Mm-hmm. Moi, je pense que ça a pesé. Enfin, ça pèse un peu dans les têtes parce qu'ils étaient. On les voyait déjà en finale NBA il y a un mois. On les voit encore. On les voit encore d'ailleurs, je pense, en finale NBA, mais on les voyait surclasser toute la ligue. Là, tu joues 3 fois la même équipe, qui est juste derrière, qui est derrière toi au classement, mais pas très loin, qui est 2e. Tu perds 3 fois d'affilée contre eux, dont le match de Noël. Franchement, celui-là, je le voyais pas venir, comme ça. Violent. Et tu vois. En prime time. Et en prime time national. Et tu le voyais venir le match contre Charlotte. En prendre 20 à la maison par Charlotte. Oui, mais tu vois, il y a des accidents dans une saison régulière, même parmi les très bonnes équipes. On peut regarder les 9 matchs perdus par les Warriors lors de la saison du record. Ils perdent pas à chaque fois contre des mastodontes. Non, leur première défaite qui était au 24e match, c'était contre Milwaukee qui à l'époque n'avait pas un match. Voilà, c'est ça. Il y a des accidents sur 82 matchs, il y a des soirs où ça va pas. Même à la maison, non. C'est qu'il y a des choses qui ne sont plus faites ou mal faites. Très clairement. C'est pas obligatoirement du basket. Ça peut être autre chose. J'en sais rien. Mais quand je dis du basket, c'est pas de la valeur de joueur. La valeur des joueurs, elle est bonne. C'est la manière dont tu partages ensemble, c'est la manière dont... Voilà. Et je trouve que depuis, je répète, on va dire que je lui en veux alors que j'admire beaucoup ce joueur. Ces fois, quand tu critiques un joueur, on te dit « Ah, tu l'aimes pas !» C'est pas que je l'aime pas, moi je m'en fous. Mais je trouve que... il y a un comportement qui est pas adéquat. Mais j'attends la liste des All-Stars, déjà, il va pas l'être. Non, ça... Et j'espère qu'il aura le... Alors, soit il va faire comme certains, il va faire 2 matchs à 25 avec un bon pourcentage. Ouais, j'ai pas été All-Star. Okay. Soit il va dire comment ça, je suis pas All-Star, on est champion au titre. J'espère qu'il sortira pas la carte manque de respect. Tu sais, la fameuse carte des joueurs NBA quand ils sont pas All-Star, c'est un manque de respect. Ouais, ça, c'est là, elle est terrible. Ouais, oui, il y a que 12 places, les gars. Maintenant, en plus, avec les internationaux, ça va permettre à certains de le devenir. Enfin, bref. Merci, coach. On a tout dit? Bah oui, on a tout dit. On se retrouve la semaine prochaine. Arrête de lire du James Dolan. Non mais attends, tu sais qu'il parle très rarement James Dolan dans la presse. C'est extrêmement rare. Heureusement.
Et je sais, oui, effectivement que. Par contre, Après, James Dolan, tu peux pas lui reprocher cette année ou depuis quelques années là de mettre la main au portefeuille. Depuis qu'il a mis Leon Rose. Et depuis que Leon Rose est là, ça se passe quand même très bien. Ça se passe quand même pas mal. Et qu'il interfère beaucoup moins dans les beaucoup moins dans les affaires d'Enix finalement, James Dolan. C'est pour ça que ça marche aussi. Il y a une rumeur aussi avec Gershon, hein, on sait, qu'il l'amènerait aux Spurs. Et tu sais quoi? Dans leur équipe, un poste 4 lourd, costaud, qui puisse faire du banging au relais ou avec Harrison Barnes, qui est quand même pas un Golgoth, un ours un peu, bah tiens, ça tombe bien. Oui. Dancing Bear, oui. Ce serait pas mal. Mais, tu sais... Et les Knicks, ils récupèrent quoi dans cette histoire? Oh, ben ils ont du matos à récupérer. D'abord, ils récupèrent un petit contrat, San Antonio. Les Knicks, ils ont du matos. San Antonio a donné un, que ça soit... pas Keldon Johnson non plus. Bah, t'en as sur le banc. Hein. T'as Keldon Johnson, t'as Champagny. T'as même les deux qui vont se marcher sur les pieds à terme. Il faudra peut-être qu'ils fassent un choix entre Dylan Harper et Stephen Castle, même si c'est pas... Mais je te parle pas pour Gershon, je te parle dans l'absolu. Pour moi, Champagny, c'est un joueur que San Antonio doit absolument garder parce que c'est le meilleur shooter de l'équipe, finalement. Toutes les équipes en ont un comme ça. Voilà, donc il faut garder Champagny à San Antonio. Que ça soit Sam Hauser, que ça soit Klay Thompson, que toutes les équipes ont des mecs comme ça. Donc il en faut un. Oui, mais enfin bon, il y en a d'autres qui peuvent le faire. Tu remarques qu'à New York, il n'y en a pas des joueurs, il n'y en a pas vraiment un joueur comme ça. Après, si, il y a Karl Anthony Towns, qui est selon lui le meilleur pivot shooter à 3 points de l'histoire. Il est pas loin du compte. Il est pas loin du compte. Miles McBride. Quand il sort de sa boîte. Shooter. Mais moins quand même, moins qu'un Sam Hauser. Landry Shamet est dans ce registre-là. C'est une classe en dessous quand même. Tu vois ou pas? Qui ça? Un Miles McBride. Sur le côté shooter à 3 points de série, c'est McBride ou Shamet, c'est pas forcément du niveau de Sam Hauser ou de Champagny. Sam Hauser, il existe surtout en attaque quand il joue 4, parce qu'il est grand. Champagny, arrêtez, il y en a 2 déjà. Il y a celui de Washington et celui qui est celui qui n'est pas drafté. Oui. Qui est celui qui n'est pas drafté des 2. Ouais, mais je pense que c'est le contexte qui fait, parce qu'il a il met toujours les paniers aux mêmes endroits, donc ça correspond à un travail de Mitch Johnson et des autres. Il faut arrêter, c'est pas les joueurs qui sont, c'est le contexte. Tu sais, il n'y a rien de plus facile pour un coach que de rendre un joueur mauvais. Il n'y a rien de plus difficile pour un coach que de le rendre bon. Tu as plus d'expérience que moi sur ce sujet. Non, mais, je pense que des Champagny, il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Il y en a, tu prends chaque équipe NBA, t'as des mecs qui sortent, qui arrivent, qui sont bons. Regarde l'histoire du petit, alors c'est pas un génie, le frère Nembhard. À Dallas, Ryan Nembhard. Il leur a fait du bien, le petit Ryan. Alors qu'il vient, il n'est pas drafté. Il y en a plein qui sont pas draftés. Ils sont encore en train de nous... Le Spencer Jones de Denver qui shoot son shoot de chez Ikea, là. Il n'est pas drafté non plus. Il était à Stanford. Il a dû être avec... Maxime, Renaud. Yes. Bon, coach, 42 minutes. On a bien parlé. On se retrouve la semaine prochaine. Jamais 42. 41 plus 1 ou 43 moins 1. Ça marche. Bonne semaine basket à toutes et à tous et à très bientôt pour un nouveau numéro. Ciao.